Bon, donc, est-ce que je prends un café? Oui, je vais prendre un petit café, allez. Euh, donc, euh, voilà. Bon, je procède par méthode parce que là, je viens de me lever, c'est pas facile pour moi là. Euh, et donc en fait, il y a, et je vais prendre je vais prendre ça. C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar sur mon bureau, c'est un peu le bazar dans la cuisine, j'ai rien rangé, et c'est un peu le bazar dans mon atelier, en fait, c'est un peu le bazar partout, c'est le bordel. J'ai bordélisé la maison. Voilà. Mais c'est très bien. Euh, donc, ce que je voulais faire là en enregistrant cette vidéo, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair sur cette question des retraites. Puisque aujourd'hui, il y a, donc on est samedi 11 février, on est vers, il est quoi, il est 11h30 midi, donc c'est pas fini, je pense. Oh là, merde, voilà, ça y est, je mets du café partout. Hop. Et voilà, donc en fait, cette manif contre les retraites, qui rejoue quelque part des luttes syndicales, je veux dire un peu classiques, enfin c'est pas si classique que ça, mais bon. Ah, c'est vrai que j'aime bien le café. Et quand je dis qu'il rejoue des luttes syndicales, ça veut dire que pour moi, cette réforme contre la retraite, elle s'inscrit dans évidemment un combat d'idéologie politique, hein. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, il y avait le même problème. Il y a 10 ans, j'avais 17 ans, 17-18 ans. Maintenant, j'en ai 29. Donc c'était à 10-12 ans, quoi, on va dire, pour être précis. Voilà. Réforme contre la retraite. Et pour moi, alors j'étais déjà politisé à ce moment-là. Je vais raconter ma vie un petit peu, hein. Mais c'est important pour comprendre quelque chose. Enfin, je ne vais pas m'excuser d'avoir raconté ma vie. Je fais ce que je suis sur YouTube ou je suis sur Internet. Et Internet, c'est le lieu du communisme. Et dans le communisme, les temps sont à égalité. C'est bien ça. J'aime bien cette idée, les temps sont à égalité. Alors, en fait,
Il y a un enjeu qui se pose évidemment sur la question du travail, sur le lien avec la souffrance. En fait, je sais pas trop où je vais dans tout ce que je vais dire, mais bon. Je suis au lycée, et au lycée, grosse dépression. Et cette dépression, c'est pas une dépression simplement personnelle, c'est plutôt un certain sentiment existentiel, ontologique. Quelque part, j'ai l'impression que ce monde n'a pas de sens. Et c'est vrai qu'il y avait aussi... En fait, j'ai été profondément déçu, je crois, progressivement. Là, je suis en train de refaire un peu ça. Il y a un ensemble de signes. Parce que quand on est enfant, voilà, moi j'ai appris les mathématiques, j'aimais ça, j'ai appris la littérature, j'ai aimé ça, il y a plein de choses que j'ai aimé en fait, c'était beau à apprendre. Et je trouvais quelque part une sorte de joie dans le savoir, il y avait une forme de logique en fait. Dans tout ça, et une cohérence et une manière d'être ensemble qui faisait que les choses étaient heureuses. Et puis, je me souviens quand même de quelques points qui m'avaient marqué. Déjà, par exemple, le fait que en France, on soit un pays riche, mais que dans d'autres pays, il y a des gens qui meurent de faim. Et ça, je comprenais pas très bien. J'étais enfant, je me disais, mais c'est bizarre, hein. Il y a des technologies, enfin, il y a tout ce qu'il faut enfin, je comprenais pas le principe. Je comprenais pas surtout parce que il y avait, j'avais entendu parler aussi des crises de surproduction. On avait un cours, dans un cours d'histoire géo, on avait parlé des crises de surproduction, puis je me disais, mais c'est débile. Il y a de la surproduction et on détruit de la surproduction, alors que des gens meurent de faim. Mais je me disais, mais c'est pas possible. C'est très mal organisé quand même comme truc. Et je me disais, comment ça peut arriver? Comment c'est possible? Et pourquoi personne n'a réglé le problème? Surtout, enfin, j'étais là, je me disais, mais c'est... Quoi? C'est tout? C'est quoi ce... Enfin bref, voilà, j'étais un petit... Je comprenais pas très bien. Voilà, je comprenais pas pourquoi cette chose-là arrivait, alors qu'on était capable de construire des systèmes mathématiques super compliqués, mais pas... Ça, on pouvait pas faire, quoi. Bon. Donc il y avait un problème d'allocation des richesses, etc. Enfin, il y avait un problème, clairement, quoi. Et ça, c'est un voilà, premier point. Bon, je rentre pas dans le patriarcat, mais c'est vrai qu'il y avait aussi des questions interindividuelles aussi, mais ça qui était plutôt sur le coup. Là, je parle vraiment des logiques très macro, hein, des logiques macroscopiques, macro-sociales. On a eu un cours aussi un peu surréaliste sur... on nous disait, oui, voilà, bon, alors c'est vrai que tout le monde ne va pas forcément à l'école, mais vous voyez, on prend l'exemple de quelqu'un qui... bon, c'était un cours d'éducation civique et morale ou sociale, et je trouvais ça un peu léger, ce truc-là, parce que à la fois c'était important de connaître les institutions de la République, etc. Ça peut être vu comme une propagande, en même temps c'est une manière de comprendre le système dans lequel on est. Je trouve ça très important aussi de connaître ça. Mais je me souviens qu'il y avait aussi un espèce de culte de l'effort, du travail, ou de... Une manière un petit peu de dire... je me souviens, il y avait un petit peu, bon, vous voyez, euh, on va prendre l'exemple de telle personne. C'était dans le livre, hein, c'était complètement dingue. Une personne qui s'appelle Mariana, et puis Mariana, elle n'a pas fait d'études. Mais ce qu'elle fait Mariana, c'est qu'elle va... elle achète du savon, une éponge et puis une raclette, et puis elle va sur les bords de route, elle va laver le parking des voitures, laver le, le, le pare-brise des voitures, et puis par glace, et puis les voitures, comme ça, elle se fait un peu d'argent, et puis ensuite elle peut monter son entreprise de nettoyage de voitures. Et vous voyez, comme ça tout le monde peut s'en sortir, vous voyez quoi. Moi je trouvais ça. Je comprenais pas pourquoi on nous parlait de ça, parce que pour moi c'était plutôt le symptôme qu'il y a un problème. C'est-à-dire que quelque part, s'il y a quelqu'un qui veut faire un taf, la question c'est pourquoi elle n'a pas accès
à une banque qui lui paye l'entreprise, ce serait quand même beaucoup plus simple, plutôt que de se faire chier à faire des... Enfin, je me disais, bon, et puis même aussi, enfin, pour moi, quelque part, quand il y a des gens qui viennent et qui ne... Enfin, si moi j'étais automobiliste et qu'on était mon pare-brise sans me demander, non, j'ai pas envie, en fait, je veux pas. J'ai pas envie que... Enfin, en général, quand quelqu'un fait ça sans nous... Enfin, ça, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, en fait, je comprenais pas très bien le truc. J'avais du mal à voir comment ça pouvait être désirable. Et je me disais, mais attendez, vous avez des gens qui naissent avec un héritage, qui font des bac+5, et des gens qui n'ont pas fait d'études. Vous allez leur dire, bah oui, vous avez qu'à vous démerder en nettoyant des pare-brises, quoi. Alors qu'en fait, à côté, des gens font des études à bac+5, et ils ont des super salaires, et puis je... Donc il y avait une espèce de culte comme ça de l'entrepreneuriat, en fait. Ce que je peux comprendre, aussi. Mais un entrepreneuriat sans capital, sans apport de capital, qui finalement s'adresse toujours à des espèces de petites entreprises. Enfin, pour moi, il y avait une manière de ne pas comprendre une logique de système plus générale du capitalisme. J'étais un peu... je trouve ça un peu grossier, en fait. Une culture de droite, hein, du coup, vraiment. Mais en même temps, bon... Peut-être, pourquoi pas. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui s'est passé, évidemment, quand j'étais au lycée. J'ai commencé à ce moment-là à vraiment... et puis à comprendre parce qu'on séparait les disciplines entre elles, entre les maths d'un côté, littéraire de l'autre, économique, social. Et puis moi, je lisais plutôt des bouquins... j'étais intéressé au punk, je lisais des bouquins sur l'anarchisme. Dans le punk, je voyais une force puissante qui parlait de quelque chose, qui parlait de la mort. En gros, hein. L'existentialisme, ça parle de la mort. Et je comprenais pas cette espèce de volonté de produire à tout prix. Il y avait des crises de surproduction. Donc le problème, c'est pas une question de produire plus. Le problème, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas de crise de surproduction et que tout le monde mange correctement. Et je comprenais pas. Je me disais, mais vous voyez bien qu'il y a un problème quand même. Soyez pas débiles. Bon. Alors je parlais pas comme ça au professeur, même. Mais c'est ce que je... Intérieurement, j'étais pas bien. Et je sentais aussi le fascisme. On voyait qu'il y avait... J'avais peur que le fascisme revienne, quoi. Et je crois que le capitalisme d'abondance était vu comme une manière d'échapper au fascisme. Peut-être aussi, c'est vrai. Je sais pas, je suis pas sûr de ça. Et ça, je voyais dans la décroissance aussi quelque chose d'autre. Je voyais dans la décroissance une réappropriation du temps. Je lisais un journal qui s'appelait Le Sarcophage, qui était une sorte de revue dirigée par Paul Ariès, qui parlait du coup d'une décroissance plutôt de gauche. Et moi, je me sentais très très proche de ça, très très proche. L'idée quelque part que dans l'antiproductivisme, il y avait une force de résistance qui passait par la réappropriation du temps et la réappropriation d'un droit à la paresse. Alors, je utilise un droit à la paresse parce que là, hier, j'ai vu une émission où c'est Mélenchon sur BFM et puis on essaie de le cicoter sur le terme de droit à la paresse. C'est intéressant parce que Mélenchon dit, voilà, oui, bah non, le droit à la paresse, il en parle comme un droit, enfin, je ne l'ai pas lu comme ça, comme chez Paul Lafargue, mais bon, comme un droit d'une activité. Ça veut dire, après tout, voilà, vous faites... J'ai l'impression qu'en fait, en face, les gens de droite disent un petit peu, ah, vous êtes pour la paresse, vous voulez que les gens ne travaillent pas du tout, qu'ils restent chez eux à rien faire, tout le temps, enfin, qu'ils soient interdits de travailler, presque, un petit peu. Et puis Mélenchon dit, bah non, enfin, je pense que les gens ont le droit d'être paresseux s'ils ont envie de l'être. Et la question que je me pose, c'est, en fait, pour moi, c'est pas clair quand Mélenchon en parle, ça veut dire, et pour moi, la situation, elle se situe ici, ça veut dire, est-ce que, quand il parle de droit à la paresse, Mélenchon dit, voilà, vous avez le droit de paresser sur vos vacances, sur vos week-ends, etc. Mais quand il dit, par exemple, il faut que les gens travaillent moins pour que tout le monde travaille, est-ce que derrière, il y a l'idée que il est souhaitable que tout le monde travaille? Moi, il y a un peu... Moi, je pense pas. Moi, je pense que les choses sont assez claires, je suppose, parce qu'il le dit, hein, le but, pour la gauche, c'est la réduction du temps de travail.
pour la majorité des gens. Moi, je sens que j'ai vraiment une sorte de difficulté à lier mes luttes, on va dire, avec celle de la gauche, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'ambiguïté sur cette question et je veux la travailler pour que ce soit bien clair. Ce que je fais là, du coup. Moi, j'ai l'impression un petit peu qu'il y a l'idée que le travail étant quelque chose de collectif, la production étant quelque chose de collectif, national, etc. Si je vais acheter des légumes, eh bien, c'est des légumes, ils ont été produits, il y a eu un travail qui a été fait pour produire ces légumes. Et en fait, c'est vrai que moi, il y avait vraiment une réflexion sur le travail, progressivement, qui est de se dire qu'est-ce qu'on appelle travail? Quel est le rapport entre le travail et le capital? Et c'est des choses qu'on trouve plutôt du côté de, pour moi, du sociologue aussi Bernard Friot, sociologue ou je ne sais pas, philosophe ou économiste, qui, à travers une lecture notamment de Marx, dit, et c'était pour moi important à ce moment-là, quand j'ai étudié ces trucs-là un peu au lycée, que voilà, le travail dans un système capitaliste n'est reconnu comme travail utile, socialement utile, que le travail qui est valorisé par du capital, que le travail qui est payé. Le travail qui n'est pas payé n'est pas reconnu comme un travail socialement utile et c'est même pas reconnu comme un travail en tant que tel souvent. Le travail domestique, par exemple, des gens qui sont à la maison et qui sont historiquement liés à la position des femmes dans un couple hétérosexuel dans la cellule familiale traditionnelle. Ceux par exemple aussi des... Enfin, moi je dis ça parce qu'en fait, il y a dans mon rapport à ça, en fait, moi j'ai senti que... Enfin, je me suis senti dans une espèce de rejet du travail. C'est comme si le travail tel qu'on me le proposait au lycée m'apparaissait absolument étouffant. Et qu'avec cette question de la décroissance, je me disais, mais en fait, si on peut ne pas travailler, mais il faut le faire tout de suite. Enfin, et j'avais lu des livres comme un livre de la commission Adret, par exemple, qui s'appelait Travailler 2 heures par jour, qui, déjà dans les années 70, anticipait la question des gains de production et disait, mais en fait, on pourrait très bien ne plus travailler. Ou travailler très peu, on pourrait travailler 2 heures par jour, quoi. Et ça suffirait aussi, si on s'organisait bien. Donc je voyais qu'en fait, le choix de la surproduction était un choix idéologique, c'était pas le mien, et que moi, j'avais demandé mon avis en fait. Et moi je me disais, bah écoutez, si moi j'ai pas envie de surproduire, mais j'ai envie juste d'avoir du temps de vie, bah c'est peut-être mon choix aussi. Et donc, alors maintenant, je dirais que la question, je pourrais la poser différemment. Je me dirais, bon, peut-être que maintenant, j'aimerais peut-être, en effet, pouvoir avoir un peu plus de production, parce que je vois que, bon, bah, la décroissance c'est bien, mais il y a aussi des formes de limites, mais c'est bien aussi de pas être dans une précarité, quoi. Il s'agit aussi quelque part d'avoir accès aux fruits de la production, etc. Bon, mais la production, c'est comment avoir une production, comment on choisit ce qu'on produit, enfin, c'est toute la question un peu du communisme, bien sûr, mais comment on produit, pour qui on produit, etc. quoi. Et en fait, bon, progressivement, au fil des années, c'est une question que j'ai eu honte aussi de parler. Hein. J'ai eu longtemps beaucoup eu honte de parler de ça. Parce qu'en fait, très vite, lorsqu'on questionne le travail, on sent qu'il y a des tensions très vives à gauche. Parce qu'on sent des gens qui se sentent attaqués sur la question du travail en disant non mais le travail c'est important, il y a une sorte de fierté du travail. Ce que je comprends, enfin, maintenant Avant je le comprenais pas très bien parce qu'en fait, quand j'étais à l'école, moi le travail a toujours été très ennuyeux. Écouter des cours, il y a des cours des fois qui sont très intéressants, il y a des cours qui sont aussi très ennuyeux. Et moi le rapport au savoir que j'entretiens, qui est un rapport propre à ça, c'est bah j'apprends mieux quand je fais quelque chose qui m'intéresse et quand c'est joyeux. Et j'ai un rapport au travail qui est assez joyeux. Et tout rapport au travail qui n'est pas joyeux devient très vite inintéressant, c'est une perte de temps incroyable. Et je préférais ne pas le faire parce que c'est une perte de temps, c'est tout. Simplement, voilà. Et au lycée, c'était beaucoup une perte de temps parce que. Moi, quelque part, ce que je reproche au travail. Je parle ici de travail intellectuel, travail d'étudiant. Hein.
c'est que souvent ça allait pas assez vite pour moi. Donc il y a ce rapport-là un petit peu étrange, mais qui est comme ça. Et en fait, je me disais, si on laissait les gens faire le travail à leur vitesse, peut-être que ça serait quand même plus rapide, quoi. Enfin, plus rapide, pas plus rapide, mais ça marcherait mieux, en fait. On arrêterait de leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, ou quand, comment, que ça, on leur foutrait la paix, et voilà, c'est bon, chacun sait ce qu'il a à faire, et bon. Mais, bon, on me disait que j'étais, je sais pas, utopiste, un peu idéaliste ou quoi, bon, je sais pas, moi, en tout cas, ça marchait mieux pour moi, comme ça, j'ai l'impression, et je pense aussi que ça marche mieux comme ça pour moi, à l'instant, si ça marche mieux comme ça. La question pour moi qui se posait, c'était un petit peu, finalement, bon, enfin bref, au fil des années, j'avais pas toutes les argumentations pour ça, et je me questionnais sur la nécessité du travail. C'est le travail est-il nécessaire? Bon, alors, on a cette idée que le travail, c'est tripalium, ça vient de tripalium, qui veut dire instrument de torture, étymologie qui en effet est contestée, donc du coup, moi, finalement, je l'ai utilisé auparavant, maintenant, j'ai plus envie d'utiliser parce que je trouve pas très intéressante. Et voilà, et chez Bernard Friot, il dit que le travail, c'est bien. Le travail, c'est émancipateur aussi, c'est ce qui fait qu'on existe comme producteur économique, qu'on existe dans la sphère publique, etc. Et j'aime bien cette idée-là aussi. J'aime bien cette lecture-là du travail euh, comme quelque chose qu'on choisit, qu'on possède. Ce que j'aime pas, en effet, c'est quand on est dépossédé de son travail. Ça, c'est toute la question de l'aliénation. Alors en fait, bon, ce qui se passe, c'est que moi, pour ma part, c'est là où j'en suis, et c'est compliqué à parler parce que il y a quand même beaucoup de, ça fait quand même bon un ensemble d'années de recherche sur le sujet aussi où j'ai pas étudié que ça, hein, mais c'est un sujet que j'ai quand même en partie étudié, donc c'est vrai que c'est compliqué de le résumer en quelques phrases. Je sais pas trop comment le mettre en forme. Mais c'est que sur cette question du travail, soit on dit quelque part, en effet, l'homme se définit dans son travail, et donc du coup on se focalise sur le travail, et on se dit c'est pas normal, le travail est exploité par le capital, mais en gros les ouvriers doivent être fiers de leur travail. Pourquoi pas? Soit on dit aussi non, le travail lui-même, le travail, mais ça dépend qu'est-ce qu'on appelle travail en fait, c'est bon. Là on suppose quelque part que le travail c'est quelque part l'activité, ce qu'on appelle le travail libre en fait, hein. Il y a un travail libre, qui est le travail qu'on aime faire pour lui-même. Et puis ce travail, lorsqu'il est transformé en emploi, ben, en fait, on choisit pas ce qu'on y fait, on est un petit peu, voilà, il y a une espèce de duel, en fait, une espèce de duel ou de bataille pour savoir qui décide de ce qu'on doit faire. Si moi je décide de ce que doit faire mon corps, si je fais quelque chose et que mon corps est d'accord, on va dire, eh ben, c'est un travail libre. Si je fais un truc mais mon corps n'est pas d'accord, mais je le fais quand même parce qu'il faut le faire pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un toit, etc. Alors je suis contraint et forcé de le faire. C'est un travail forcé. Et c'est un travail forcé qui ressemble beaucoup à une forme d'esclavage, hein. Et il y a des liens très nets entre... Enfin, il semble, j'ai pas étudié l'histoire sur le sujet suffisamment, mais je sais qu'il y a des travaux sur le sujet où il y a des liens entre le travail salarié et le travail... enfin, l'esclavage, quoi, en fait, hein. Il y a une continuité. Le salariat étant une forme d'esclavage modulaire, un petit peu, hein. Donc moi la question que je me pose c'est finalement qu'est-ce que c'est que ce travail? On oppose finalement travail et paresse, travail et le temps du travail et le temps du loisir par exemple. Bon, et en fait, donc voilà, on a cette répartition-là très claire, hein, quand on est ouvrier par exemple, l'idée quelque part que on travaille 35 heures par semaine, ou un peu plus, ou un peu moins, bon. Et puis le reste du temps, on est chez soi, et puis là, on fait une activité qui est libre. Alors, il y a comme une activité qui doit être faite, qui est le travail reproductif, qui consiste donc à faire la vaisselle, à faire le ménage, à éventuellement avoir une force, enfin, avoir des enfants, qu'on peut voir comme une force de reproduction aussi, d'une certaine manière, etc.
Et donc, tout ça constitue, bon voilà, c'est lecture marxiste qui est peut-être un petit peu grossière aussi, je sais pas à quel point elle est grossière, mais moi, ce que je pose, c'est qu'il y a peut-être une extériorité aussi à ces choses-là. Parce que si on voit tout comme un travail, c'est peut-être un petit peu gênant aussi. Mais bon, pourquoi pas, j'ai pas. Ça dépend ce qu'on appelle travail et bon, production, tout ça. Mon action, c'est est-ce qu'il n'y a pas un hors-travail. Alors, ce qui est intéressant chez Friot, il disait un truc, il disait voilà, on peut s'intéresser au hors-travail, donc au travail non. On peut dire, bon, est-ce qu'il y a un hors-travail quelque part? Donc il y a un hors-travail qui serait du travail reproductif, donc du coup, un travail mais non payé. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des formes d'activités qui ne sont pas du travail? En fait, bah, ça dépend de qu'est-ce qu'on donne comme définition de terme de travail, quoi. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon. Moi, je pose la question, est-ce que dormir, c'est un travail? Est-ce que ça peut être vu comme un travail qui n'est pas rémunéré, mais qui peut-être pourrait l'être? D'ailleurs, on peut se poser la question, et voilà. Est-ce que c'est possible de penser que ça peut être ça? Est-ce que penser, rêver, ça peut être un travail? C'est des questions compliquées, mais en même temps, bon, moi, par exemple, ça pose des questions qui sont des questions compliquées, qui sont que dans le champ de l'art, enfin, moi, j'étais dans le champ de l'art en tant qu'étudiante. En tant qu'étudiante, j'ai été dans des écoles d'art et j'ai fait tout ce qu'il faut pour valider le fait que j'étais bien un artiste avec le tampon de l'institution de l'État qui dit c'est bon, vous avez le droit d'être un artiste. C'est un peu bizarre parce qu'on va dire tout le monde a le droit d'être un artiste, on n'a pas besoin d'avoir un tampon de l'État, etc. Mais bon, moi n'empêche que j'ai fait le parcours académique qui me permet d'être reconnu au niveau académique comme étant quelqu'un qui a fait ses classes, en gros. Hein. C'est un peu ça l'idée. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai appris beaucoup de choses, c'était passionnant. Et notamment, c'est vrai qu'il y a une question qui s'est posée pour moi, c'est est-ce que l'art c'est un travail? L'art est-il art et travail ou plus généralement art et capitalisme? Parce que du coup, bon, de quelle activité l'art est-il le fruit quelque part un petit peu Est-ce que c'est un travail? C'est-à-dire que si c'est un travail, ça veut dire que est-ce que c'est un travail qui peut être rémunéré, qui doit être payé? De quelle manière? Est-ce qu'il doit être payé à la tâche? Est-ce qu'il doit être payé à la production? Est-ce qu'il doit être payé en termes de temps de travail? Est-ce qu'il doit être payé en termes de mécénat? Donc ça veut dire de manière un petit peu comme un don. C'est compliqué parce que l'art détient ce caractère d'exceptionnalité. Hein. C'est-à-dire que par rapport à d'autres travaux, l'art c'est un métier qui est quand même difficilement automatisable. C'est un métier qui est, enfin, si on le voit comme un métier, si on le voit comme un travail, c'est quelque chose qui est difficilement, enfin que si on veut prendre au sérieux, qui n'est pas toujours marchandable, qui n'est pas toujours achetable, il y a des formes d'art d'avant-garde qui échappent à ça. Du coup, bon, enfin, donc c'est vrai que du coup, bon, là on parle sur une question philosophique, hein, c'est-à-dire que le travail semble circonscrire un type d'activité. Et le travail tel qu'on le considère actuellement, j'ai l'impression que il a on dit le travail, ça a un certain cadre. C'est l'ensemble des activités qui rentrent dans un cadre. Et j'ai l'impression que dès le moment où on met un cadre, on peut trouver dans l'art des formes qui sortent du cadre. Parce que le principe de l'art, ça a toujours été de sortir du cadre un peu. Donc bon, c'est un principe de l'art. Donc il y en a d'autres. Mais voilà, il y a tellement de choses dans l'art qui sont que bon. Et donc c'est vrai que du coup, c'est un peu, il y a une sorte de tension qui est jouée entre ces deux mots quoi. Du coup, ces deux trucs. Bon. Et en même temps, moi, je suis un peu embêté parce que du coup, bon, si on dit l'art c'est un travail, par exemple, oui, voilà, bon, le travail de Duchamp, il y a un livre qui s'appelle Marcel Duchamp et le refus du travail. C'est un livre qui dit non, il y a une figure de l'artiste qui vise à sortir du travail. C'est justement l'artiste qui va poser le droit à la paresse. Donc est-ce que du coup la paresse c'est un travail? Ça suppose un truc un petit peu étrange. Ça suppose que le travail se dissolve dans finalement n'importe quelle activité. Le travail dans ce cas-là pourrait être modal. Et c'est une question que je trouve intéressante de se dire que le travail pourrait être modal. Mais bon, il y a un autre livre par exemple auquel Marcel Duchamp le refus du travail d'ailleurs en annexe fait un écho, qui est de dire non, en fait l'art c'est un travail,
Et d'ailleurs, c'est une activité qui s'inscrit dans une activité particulière, qui s'inscrit dans le capitalisme de service, de création, etc. C'est un marché, en fait, un marché très puissant dans lequel il y a des gens qui se débrouillent très bien et qui peuvent gagner beaucoup d'argent, et d'autres qui en gagnent très peu, mais c'est un marché hyper concurrentiel. Et que ce marché hyper concurrentiel agit selon des systèmes de barème, de valeurs, de salaires, etc. Bon. Et ça, donc ça c'est Pierre Manger, je crois. Je sais pas quel est son prénom. En tout cas, c'est Manger, dans l'artiste portrait de l'artiste en travailleur. Donc là, dans ce cadre-là, portrait de l'artiste en travailleur, on a l'idée que voilà que l'artiste est un travailleur. Bon, du coup. Moi, j'aime beaucoup l'idée parce que pour moi, j'y trouve une vision assez métaphysique et assez romantique. Hein, l'idée quelque part que romantique au sens esthétique, hein, au sens du mouvement esthétique du même nom, que l'artiste puisse sortir du travail. Parce qu'en fait, c'est un projet de gauche. Que l'idée de la gauche, c'est de pouvoir progressivement épuiser le travail pour qu'on puisse en sortir. Là où ce que propose Manger, c'est vrai qu'il a une lecture très, disons, économiste, un peu sociologique aussi, mais de considérer finalement que l'art, ce n'est qu'une activité marchande et que il lit l'art comme étant uniquement une activité marchande qui a une valeur uniquement sur un plan marchand, en fait. Donc il a un système de comptage. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, quelque part. C'est que la question du travail, c'est qu'est-ce qu'on considère comme étant du travail. Et ça dépend de comment on compte les choses. Si on compte le travail en termes de PIB, bah oui, alors c'est vrai que rêver, c'est pas un travail, parce que ça produit pas du PIB. Par contre, creuser un trou puis le reboucher, ça fait du PIB, donc c'est bon, même si à la fin il y a rien du tout, on a un trou qui a été creusé puis qui a été rebouché, mais en fait non, c'est l'exemple que prend Mélenchon. Et en effet, c'est le cas, hein. Moi j'avais vu aussi, par exemple, je sais pas moi, un accident de voiture, par exemple, ça produit du PIB. Parce que ça fait marcher les assurances et ça recrée une reproduction de. Donc il faut encourager les accidents de voiture pour avoir du PIB du coup. Si on est très logique et si on veut quelque part augmenter le PIB, bah, plus il y a d'accidents, mieux c'est quoi. Donc on est dans un truc qui est un petit peu débile. Alors évidemment, peut-être que cet argument ne tient pas parce qu'il y a plein de choses. C'est un peu grossier, je sais pas, bon, mais on voit en tout cas qu'il y a un problème dans la manière de compter les choses. Donc moi-même, j'avais jamais bien compris ce que c'était que le PIB ou comment ça se comptait. Je trouve ça un peu étrange. Mais bon, voilà, ça veut dire que qu'est-ce qu'on compte comme production Voilà, est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on compte le rêve comme une production et pourquoi on ne doit pas le compter Parce que rêver, c'est une production de l'esprit aussi. Donc en fait, il y a un ensemble de productions qui ne sont pas prises en compte. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a... alors ça renvoie peut-être aussi à des propositions qui ont été amenées par certains artistes, comme Filiou, par exemple, sur la question de l'économie poétique. Comment il en parle L'économie poétique, c'est ça, je crois. Bon. Et maintenant, c'est vrai que plus ça va, plus je me dis, mais non, en fait, c'est peut-être faisable. Au début, je trouvais ça. Moi, quand Philippe parlait d'économie politique, je me disais, bon, c'est délire. Et maintenant, je me dis, mais non, en fait, pas du tout. Non, non, au contraire, c'est très, très à l'avant-garde. C'est incroyable comme truc. Il y a, bon, la question des immatériels, la question de l'économie de l'immatériel. Immatériel, c'est un terme assez mauvais qui vient d'une histoire de l'art qui est liée aux immatériaux, en fait. Hein. Bon. Mais immatériaux, c'est un peu étrange, supposer qu'il y ait des immatériaux. Mais pourquoi pas Bon, donc Yamouni Boutan parle des immatériels 2, mais on peut supposer qu'il y a des immatériels 3, 4, etc. Hein. Bon, je sais pas trop comment il en parle, etc. Bon. Mais bon, peut-être qu'en effet, il y a... Moi, ce que je me dis, c'est que j'ai l'impression que la sphère de l'économie, moi, elle me pose problème en général, parce que pour moi, l'art, c'est un mouvement qui... Il y a dans l'art quelque chose de beau, qui est un mouvement qui se porte vers le dehors, alors que l'économie est toujours en train de recadenasser quelque chose. Et pour moi, c'est lié à un mode de comptage. Je pense que le mode de comptage fait qu'il agit en vase clos, comme ça, et l'économie a une force réactionnaire qui reprend toujours sur elle-même quelque chose. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une possible économie qui se base sur des lignes de fuite? Ça, en fait, on va reprendre un peu Deleuze, hein, je pense qu'il y a que ça à faire. Hein. Bon, bref, je suis un peu parti un peu dans l'autre part, mais c'est qu'en fait, voilà, c'est-à-dire que je crois que, bon, dans mes études d'art, en fait, progressivement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de pensée un peu assez romantique, hein, vraiment, dans le sens aller vers le dehors, être porté vers l'inconnu, explorer cet inconnu, c'est l'espace que visitent les chercheurs, visitent les artistes, visitent les scientifiques aussi, enfin les chercheurs scientifiques en tout cas, bon. Mais voilà, quand on fait de la recherche, quand on fait...
Bah, même pas de... C'est vrai que la question de l'art, même pas, parce qu'à vrai dire, si vous faites de l'art, il y a des manières de faire de l'art où vous faites toujours la même chose. C'est-à-dire, il y a des gens qui font de l'art, ils font de l'art de la Renaissance, ou je sais pas, ils font de l'art, ils font des vitraux, j'en sais rien. Et que c'est pas de la recherche. Et que cet art-là, il est toujours en train d'être... quelque part, vous faites toujours la même chose. Donc bon, vous pouvez avoir des clients, donc ça peut, vous pouvez trouver une économie, en fait, assez facilement. Moi, ce qui me gêne, c'est la recherche, en fait, je me rends compte. C'était ça, le truc. C'est comment faire pour financer la recherche, en fait. Et je crois que l'économie, elle est pas assez rapide pour financer les formes de recherche les plus actuelles aujourd'hui. Il y a une forme de recherche évidemment scientifique, mais qui est plutôt d'ordre pratique, hein, et en effet, la recherche fondamentale, il n'y a pas d'argent, ça c'est fou. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il faut grand-chose. Et moi, je fais de la recherche fondamentale en art. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en art, alors la recherche fondamentale en art, moi, je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose, je vois pas beaucoup de financement. D'autant plus que la recherche que je mène, pour moi, elle est dans une forme de radicalité qui fait que le fait même d'accepter de l'argent, ça me met déjà dans une position qui est assez, qui pose problème, qui ralentit ma recherche. Et moi, je veux qu'on puisse aller plus vite dans ma recherche. Pour moi, il y a un peu la pensée de l'accélérationnisme. Voilà. On pourrait dire ce qui m'intéresse, c'est d'accélérer la recherche, en fait. Bon. En fait, je vais le dire un petit peu différemment. Je crois, je vais reprendre du café. Je reprends du café. Bon, allez, je reprends du café. Je crois qu'en fait, ça me saoule un petit peu, toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, voilà. Là où j'étais un peu sentais. En fait, finalement, je viens de comprendre un peu le truc. Là où je me sens enfermé quelque part. Euh, En fait, là où je me sens enfermé, c'est que j'ai l'impression de manipuler quand même des concepts assez pointus, des concepts de recherche assez pointus, et que je passe mon temps à travailler, en fait, faire un travail que je devrais faire en tant qu'étudiant, en doctorat peut-être. Ça veut dire lire pas mal de philo, lire beaucoup, voilà, je suis un peu... Et en fait, non seulement... En fait, c'est ça qui me gêne, je crois. Je crois qu'en fait, j'aimerais pouvoir être accompagné, et j'ai l'impression que pour des questions financières, mais aussi parce que, quelque part, je sais pas, moi, peut-être que... c'était pas que financier, c'était d'autres choses aussi, hein, bien sûr, mais... En fait, je me sens abandonné. Je me sens abandonné de l'État. J'ai pas de médecin traitant. Parce que là où j'habite, il n'y a pas de médecin traitant. Littéralement, on a essayé avec une amie de voir s'il y en a. Il n'y en a pas, en fait. Voilà. Il n'y a aucune personne qui peut prendre d'autres gens. C'est un désert médical, quoi, du coup. Aux urgences, ils nous disent non, mais allez prendre des médecins traitants. Et puis quand on va en chercher, il n'y en a pas. Donc, bon. Et c'est un peu pareil. J'ai l'impression que, voilà, moi, j'ai un petit peu. Je mène un travail de recherche. Et en fait, ah, peut-être qu'il faudrait que j'aille demander un peu. Peut-être que j'aille chercher des. Mais j'aimerais pouvoir être financé, mais et en même temps, j'ai l'impression que. Enfin, il y a quelques années, je me suis dit, c'est vrai, je crois. En fait, je n'ai aucune confiance dans ces institutions. Et je veux pas qu'elles me financent, faut que je trouve d'autres choses, en fait. Parce que je vais passer mon temps à faire des dossiers, je vais passer mon temps à rentrer dans un espèce de jeu, et c'est pas la peine, c'est pas la peine.
Et là maintenant, je vois les choses un petit peu différemment. Mais c'est vrai que là, en fait, je sais pas. C'est pas intéressant tout ce que je dis là, hein, je sais pas. En fait, là, je me dis peut-être que enfin, j'ai l'impression d'être bloqué, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En fait, et voilà, moi ce que j'aimerais quelque part, en fait, c'est faire mes recherches. Je trouve qu'il y a une forme d'injustice, mais peut-être pas, peut-être que je me trompe. Mais c'est que je suis en effet, en fait, je ressens un dégoût. Ah, c'est ça. Hier, j'avais un dégoût, mais comme depuis un moment là, j'ai un dégoût. J'ai envie de vomir. Il y a quelque chose de dégoûtant. Julien, Julien François Ruffin parlait de quelque chose. Il disait que la jeunesse, il y a une partie de la jeunesse qui est, enfin non, pas de la jeunesse, des classes populaires, qui est dégoûtée. Il y a une partie des jeunes diplômés qui veut faire sécession. Qui est dégoûté de la République, du coup. Et moi, c'est mon cas. Moi, je suis dégoûté de la République, ou je suis dégoûté, en tout cas, c'est vrai, dégoûté du gouvernement, qui fait passer des lois sans... Enfin, moi, je crois que la première fois que j'ai senti un sentiment de trahison, de dégoût, c'était quand il y avait le référendum je crois que c'est 2005, je crois, je sais plus. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'était le traité de Maastricht ou autre chose. C'était un traité pour consolider l'Union européenne. Je sais plus très bien. Il y avait un référendum qui avait été fait en France et les gens avaient voté non à 55%. Et puis quelques années après, il y a eu un autre truc qui est passé, mais sans passer par un référendum, qui était un peu similaire. Et voilà. Donc les gens ont dit non, mais ils ont passé quand même la loi, quoi. Ils ont passé le truc quand même, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, on a dit non. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis senti trahi. Enfin, en fait, je me suis dit, mais je peux pas faire confiance à ça. Vous faites un référendum, d'accord, on vous dit non, bah vous dites non, c'est pas vous qui décidez en fait. Et là, je me suis dit, si vous avez le pouvoir de passer quelque chose en scred, alors que la population vous a dit non, c'est que vous n'êtes pas légitime. Et ça veut dire que vous n'avez pas à... Enfin, on va vous casser la gueule en fait. Enfin, c'est métaphorique, hein, mais je veux dire, vous n'allez plus exister. Enfin, si l'Union Européenne se fonde sur un mensonge, vous n'allez plus exister. Parce que c'est pas vous qui décidez. J'étais pas bien hein, à ce moment-là. Hein. J'étais un enfant et quand un enfant voit ça, c'est dur. C'est vrai, parce que quand j'étais enfant, par exemple, j'ai vu, je sais pas, enfin, c'est bête, mais là, je voyais des gens, des vieux, pas des gens qui, un peu des réacs qui disaient, oui, voilà, c'est terrible, les enfants, ils voient du porno très jeune. Oui, moi, j'ai vu du porno très jeune, mais moi, ce qui m'a fait mal, par exemple, ça a été que le gouvernement ne respecte pas un référendum. Ça, j'ai trouvé ça violent. La pornographie, pour moi, évidemment, c'était violent. Évidemment, il y avait des choses qui étaient violentes aussi, des choses qui sont... bon, bien sûr. Mais ce qui était violent, c'est pas la pornographie elle-même, c'est le fait que on voit parfois que dans la pornographie, il y a des acteurs, des actrices qui se forcent un petit peu, qui n'ont pas forcément envie d'être là. Ou... Il y a des pornographies qui sont très belles aussi, et qui agissent comme des espaces d'utopie. Et moi, quand je n'étais pas bien, voir la pornographie, ça me soulageait, ça me faisait du bien. Parce que je me disais, bon, il y a quand même des gens qui ont l'air d'apprécier ce qui se passe quand même. Moi, je suis en train de souffrir le martyr en tant qu'enfant, mais au moins, il y a des gens qui respirent ici. La pornographie m'a permis justement de souffler aussi. Donc bon, la violence, pour moi, bon, voilà, attention, où est-ce qu'elle est, quoi. Bon, j'ai l'impression que les gens de droite sont complètement... enfin, à l'ouest. Enfin, moi, bon, ils parlent de choses qu'ils connaissent pas très bien, je crois. Hein. Bon, après, c'est peut-être que moi, je sais pas, mais bon, moi, c'est vrai que
En fait, il y a un lien entre travail et poésie, quoi. Est-ce que la poésie, c'est un travail? On pose cette question, quoi. Est-ce qu'il faut rémunérer des poètes, par exemple? Je dirais oui. Et en même temps, j'ai l'impression que dès le moment où... Enfin, comment faire quelque part pour dire... parce que la poésie, c'est... Comment faire pour pas qu'il y ait non plus cette catégorie de... qu'il y ait une sorte de corporatisme de poésie? C'est bizarre. Est-ce que ça pose pas un problème aussi de faire ça? Je suis un peu embêté dans tout ça, moi. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce que je veux, c'est... Mais ça va être dans tout ça, là. Il faut que je lise Jacques Rancière. Je pense que Jacques Rancière va en parler assez bien. Parce que, comme je disais, voilà, il y a d'un côté, donc, Pierre Manger qui parle de l'art comme une activité capitaliste. Ce qui est très pertinent d'ailleurs pour plein de raisons, hein. Mais c'est une conception capitaliste de l'art. Et beaucoup d'écoles d'art sont dans cette logique-là aussi, ce qui fait que les écoles d'art commencent à devenir très chères, etc. Bon. Une autre conception de l'art qui est que l'art doit, au contraire, être l'espace dans lequel on sort du travail. Et ça, c'est la pensée de Marcel Duchamp. C'est une lecture de Marcel Duchamp, en tout cas, qui vise quelque part un projet d'émancipation, un projet de gauche, et donc l'abolition du travail abstrait, en fait, en art, etc. Mais Jacques Rancière, c'est comme si Jacques Rancière proposait autre chose encore. C'est là où c'est intriguant. Je vais continuer à lire ce qu'il dit, du coup. En fait, je suis toujours un peu embêté en lisant de la philosophie, enfin, de l'esthétique ou de la philosophie. En fait, il y a un marrant, c'est comme si l'esthétique, la question esthétique, était une question qui était un peu réservée aux bourgeois. C'est marrant, hein, comme si c'était pas assez concret, ça restait un peu vaporeux, un petit peu voilà. Alors que dans une logique un peu plus, je sais pas, un peu marxiste, un petit peu prolo ou quoi, il y a du corps, quoi. Il faut souffrir, et il y a de l'effort, et c'est dur, c'est violent. Et, euh, et pour ça, j'ai écrit l'effort est-il nécessaire. Et moi, c'est comme s'il y avait un truc de, je me sens un peu poète, un petit peu rêveur, un peu comme ça. Et en fait, je veux pas souffrir, je veux pas être dans cette espèce de corps, dans cette souffrance du corps, quoi. Ça me fait vomir aussi. Du coup, je sais pas quoi faire de ça. Est-ce que je dois me sentir coupable de pas participer à cet effort collectif, à cette espèce de, de communion dans une espèce de souffrance un petit peu, ou est-ce qu'il faut que je m'en extrais, quoi? Et en fait, moi je me dis, mais moi je vais pas souffrir en fait. Enfin, donc la question c'est est-ce que cette souffrance elle est nécessaire, est-ce qu'il faut la partager ou pas? Et j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça à gauche, un peu. Enfin, je sais pas si c'est à gauche, je pense que c'est même plutôt à droite qu'il y a ce truc-là un peu. Mais parce que quand on gueule contre les assistés, par exemple, j'ai un peu cette idée de se dire, oui, en fait, voilà, enfin, on gueule contre les assistés, qui foutent rien, que c'est machin. Bon. Et en fait, c'est marre de dire, bah moi je me casse le dos toute la journée au boulot, et il y en a qui foutent rien, c'est pas normal, hein. Bon. On a l'impression quelque part qu'il y a, comme si quelque part, des gens se forcent à travailler. Et moi, par exemple, si je suis, pour moi, je me considère pas comme assisté, je me considère comme un travailleur qui ne va pas payer. Je fais un travail qui est un travail intellectuel, un travail esthétique, sensible, mais c'est pas un travail qui est payé. Euh, c'est juste le RSA et ça suffit pas. Il va falloir que je fasse un travail alimentaire parce que ça suffira pas. Je connais pas beaucoup de gens qui doivent faire un travail alimentaire en plus de leur vrai travail. Donc bon, euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont comme ça, quoi, hein. Je vois pas beaucoup de boulangers qui se disent, je vais faire un boulot alimentaire pour financer mon activité de boulanger. Bah non, t'es boulanger, t'es payé pour ça, c'est tout. Enfin, donc, il y a un truc un peu bizarre là-dedans. Bon, mais autrement que de prendre finalement le travail alimentaire comme un objet artistique, pourquoi pas, ça peut se faire aussi, mais bon, dans ce cas-là, c'est autre chose. Et ouais, c'est vrai que je sens ce truc-là, quelque part comme s'il y avait une souffrance, du coup, et que est-ce que je dois partager cette souffrance ou pas? Et moi, j'ai un peu la même chose au niveau du rapport au travail dans
Le travail dans quoi d'ailleurs? À l'école. Quand j'étais à l'école, je travaillais à l'école. Bah en fait, j'étais intéressé par ce qui se disait en cours. Il y avait des fois des disciplines qui étaient compliquées, qu'il fallait que j'apprenne par cœur, des trucs et bon. Mais je faisais un travail parce qu'il fallait le faire, parce que j'avais peur qu'on m'engueule, mais il y avait aussi une part de travail que je faisais parce que j'aimais ça, et que je trouvais ça intéressant. Et, euh, et en fait, il n'y avait pas forcément de souffrance. Il y avait un travail que je faisais, qu'il fallait faire et que je faisais. Je le faisais. Mais c'était pas de souffrance, un travail que je faisais, quoi, du coup. Et j'ai l'impression les autres personnes avaient l'impression que je. C'est peut-être ça, en fait. Peut-être quelque part que. Je sais pas à quel point, mais en fait. Parce que moi, je me disais, en fait, les autres autour de moi, les personnes autour de moi, j'avais des bonnes notes, ils avaient l'impression que j'avais des bonnes notes sans travailler. Et en fait, moi, à chaque récré, je lisais des livres, alors que les autres étaient là en train de se battre. Moi, quand j'étais en cours, j'écoutais ce qui se passait en cours. Les autres étaient en train de discuter, moi j'étais au premier rang. J'écoutais. Je dis pas ça pour dire je suis plus méritant, hein, c'est pas ça. Mais je disais en fait, je pense que simplement j'aimais travailler. J'aimais travailler, et pour moi, le travail était plutôt. Enfin, le travail que j'aimais faire, quand j'aimais le travail que je faisais, parce que j'écoutais en cours, etc., bah, ça se passait bien. Et puis quand j'avais des profs que j'aimais pas, ça se passait pas bien. Parce que j'étais pas bien, à ce moment-là, j'allais au fond de la salle, je déprimais, moi ça n'avait plus aucun sens, etc. Bon. Donc bon, la question c'est plutôt ça maintenant, c'est comment aimer ça. Moi quand je fais en école d'art, quand j'adorais faire de l'art, évidemment, quand j'étais en école d'art, j'étais tellement heureux, heureuse de pouvoir faire de l'art. Bon, et puis après progressivement, je voyais que le monde de l'art était un peu plus pourri que je pensais. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai pu découvrir des choses, j'ai pu faire plein de choses, j'ai pu apprendre plein de choses, c'était magnifique. Et bon, et maintenant il faut trouver une manière de sortir de ça, mais bon, à aucun moment je regrette mon parcours, évidemment. Euh, Simplement, le monde est toujours plus dur que ce qu'on imagine, quoi, un petit peu presque. Il n'y a pas tant que ça, je pense que c'est aussi nos paradigmes qui doit être remodelé à chaque fois. Hmm. Ok, le travail chez Rancière, c'est intéressant parce qu'il dit, en un sens, tout est dit là, l'idée du travail n'est pas d'abord celle d'une activité déterminée, d'un processus de transformation matérielle. Elle est celle d'un partage du sensible, une impossibilité de faire autre chose fondée sur une absence de temps. En fait, c'est ça aussi, ça veut dire que, en fait, moi, j'ai une peur, Cette peur, c'est de me dire, quand j'étais en école d'art, j'avais le temps, et encore le temps, pas tant que ça, parce qu'on avait beaucoup de. Enfin, c'est pas que j'avais le temps, mais c'est que j'avais du temps qui était consacré à étudier. Et dans ces temps d'études, c'était lire des livres compliqués comme celui-là que j'ai sous la main. Et voilà, et je lisais ce livre compliqué, et à la fin, je devais faire un exposé dessus, etc. Donc c'était à la fois très intéressant, et en même temps, voilà, une charge de travail assez importante aussi, quoi, du coup. Bon. Parce que c'était aussi un peu. C'était un peu l'usine parfois, quelque part de ça. Bon. Et, maintenant, c'est vrai que la question que je me pose, ce que je remarque, c'est qu'il faut du temps pour lire un texte. Il faut du temps pour lire un texte, pour le digérer, pour le comprendre bien, pour faire les choses correctement. Et j'ai peur de ne pas avoir ce temps-là. J'ai peur de ne pas pouvoir faire mon travail d'artiste correctement. En fait, moi, c'est ça que je veux dire. C'est que je suis artiste, je veux faire mon travail correctement. Ce travail d'artiste correctement, il suppose beaucoup de temps. Il suppose un peu d'argent pour avoir un peu de moyens. Mais il suppose surtout beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour travailler correctement. Ça veut dire que si un livre, il faut le lire, on peut le lire en une journée, mais s'il faut des mois pour le lire, il faut des mois pour le lire, pour comprendre ce que ça veut dire. Une œuvre, ça peut prendre du temps pour faire une œuvre. Et il faut faire ça bien, il faut faire ça correctement. Et pour moi, je vois bien que dans le capital, dans cette sorte de rentabilité, il y a une sorte de contradiction, et ça me fait mal. Parce que je vois que c'est pas possible, ça marche pas. Et je vais essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe là-dedans.
Voilà. Il disait que le travail, c'est ce qui confine chacun à sa place. Chacun a une place et personne en... Alors, et personne ne s'échange des choses. Personne ne parle un petit peu. Alors moi je dirais attention, parce que bon, en fait, si, on s'échange des choses. On s'échange des choses sur un marché. Donc il y a quand même un échange qui se fait, qui est le marché. Bon. Le miméticien donne le principe privé du travail une scène publique. Dans le miméticien, on constitue, par exemple par le théâtre, des formes de communication entre différents lieux qui autrement étaient privés. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça suppose quelque part que la scène, c'est le communisme un petit peu. C'est comme ça que je le comprends hein, chez lui, de toute façon. Ainsi, la pratique artistique n'est pas le dehors du travail. Donc, c'est pas l'extérieur du travail. Chose qui me pose question, parce que pourquoi pas, bon. Mais sa forme de visibilité déplacée. En effet, on va déplacer le travail. Ça suppose quelque chose. C'est-à-dire que si moi je dors sur une scène, est-ce que le fait de dormir, c'est quoi du coup? Bon, bah, peut-être que en effet, c'est un travail. On pourrait dire que le travail tel qu'il est posé chez Rancière, disons, c'est l'ensemble des activités telles qu'elles sont disposées dans l'espace et dans le temps. Finalement, c'est pas tellement, travail ne serait pas tellement un type d'activité qui s'opposerait à un autre type d'activité, mais plutôt un partage des activités. Voilà. La question, du coup, c'est que à ce moment-là, dormir, ça devient un travail. Enfin, c'est pas tellement un travail, mais ça s'inscrit dans une répartition du travail. C'est comme une division du temps et de l'activité. Quelque part, on pourrait presque dire, dans un monde un petit peu avancé, très avancé dans la division du travail, eh bien, il y aurait peut-être des gens dont le travail serait de dormir, enfin, leur activité principale serait de dormir, à la place d'autres gens, un petit peu. Il y a des gens qui dormiraient pas, et d'autres gens dormiraient à leur place, un petit peu presque. Et puis ils s'échangeraient du temps de sommeil contre du temps de travail, un petit peu. Enfin, voilà, si dormir ça peut être un travail, c'est possible en fait de faire ça aussi. Voilà, donc Platon du coup refuse les miméticiens, il veut les virer. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, il y a en effet un clash entre philosophie et art, et c'est plutôt intéressant que ça. C'est pour ça c'est qui est pas mal dans Jacques Rancière, parce que c'est vrai que moi, là aussi où je travaille entre ces liens entre art et philosophie, il y a quelque chose qui se joue. On sent qu'il y a un clash et qui vient de Platon du coup. Le principe de fiction qui régit le régime représentatif de l'art est une manière de stabiliser l'exception artistique, de l'assigner à une techné, ce qui veut dire deux choses. Donc ça, c'est le régime représentatif. Donc on fait de la fiction. C'est intéressant cette question du régime là. J'ai toujours du mal à comprendre ce qu'il veut dire par là, mais en fait, maintenant je crois que je comprends un peu, je crois. Il cesse d'être un simulacre, mais il cesse en même temps d'être la visibilité déplacée du travail comme partage sensible. Pourquoi? L'imitateur n'est plus l'être double auquel il faut opposer la cité, où chacun ne fait qu'une seule chose. L'imitateur n'est plus l'être double auquel il faut opposer la cité, où chacun ne fait qu'une seule chose. D'accord. En fait, il y a l'idée, voilà, qu'avant, bon, l'artiste, c'est celui qui va mimer. Donc quelque part, il est en train de, de mimer. C'est un peu le chaman, quoi. Hein. C'est cette idée du chaman que je comprends, du coup. Hein. C'est typiquement ça. Hein. Le chaman, c'est celui qui est double, c'est celui qui peut être n'importe qui. Bon, et là, c'est dans la fiction, on dit il y a autre chose. Hein. L'art des imitations peut inscrire ses hiérarchies et exclusions propres dans le grand partage des arts libéraux et des arts mécaniques. Bon, je sais pas ce que c'est arts libéraux et arts mécaniques, du coup, mais bon. J'imagine, c'est ouais, on a corps et esprit, du coup, on a un peu ce rapport-là, quoi. Donc là, dans ce régime de fiction, on aurait en effet déjà la pensée, disons, bourgeoise, un dualisme, en fait, hein, un dualisme capital-travail, quoi. Ça serait peut-être ça, du coup, que ça veut dire, mais bourgeois prolo, quoi, un peu. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je sais pas très bien. Ouais, voilà.
Non, mais je vais prendre le temps de le lire hein, aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je vais lire ce texte-là bien correctement. Et je vais faire la vaisselle et ranger le ménage, etc. Tout ce qu'il faut. Je continue un petit peu à lire avec vous. Hein. Voilà. Donc, il y a d'un côté, quelque part, un principe de fiction. Enfin, déjà, bon, dans tout le début, voilà, on lui pose la question. Voilà. En gros, quel est le lien entre l'art et le travail? C'est vraiment, je crois que j'ai vraiment des trucs à travailler. J'ai vraiment un truc là-dedans là qui vont Parce que là, il parle des arts mécaniques ici là. Parce que là, c'est le dernier chapitre en fait. Alors, c'était pas le plus pertinent non plus. Il y a un autre livre aussi de lui que j'avais beaucoup aimé qui est Le Spectateur émancipé aussi. Et je crois aussi que je travaille beaucoup de ça parce que la figure du spectateur, je l'ai pensé beaucoup avec Duchamp, mais c'est vrai que Jacques Rancière le reprend aussi. Hein, donc. En fait, je crois que je suis un peu énervé par Jacques Rancière parfois parce que c'est pas tellement Jacques Rancière. Jacques Rancière, c'est très bien ce qu'il fait. Je n'ai rien contre lui. C'est un excellent philosophe. C'est incroyable. Moi, il m'a aidé tellement dans mon travail. Bon, mais c'est qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est il est beaucoup valorisé, je trouve, dans des milieux artistiques, euh, comme quelqu'un qui est très important dans l'esthétique. Et en même temps, j'ai l'impression c'est très compliqué de l'appliquer aux luttes sociales, de l'appliquer dans la rue. Ça reste en fait mais bon, on pourrait être pareil pour Agamben ou quoi, bien sûr. Enfin. Mais ça reste une figure en fait encore très peu démocratisée, en fait, quelque part. Et je me demande pourquoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a. Je suspecte que la pensée de Jacques Rancière soit instrumentalisée par une lecture de classe, une lecture assez bourgeoise, qui va utiliser Jacques Rancière, qui finalement est c'est pas qu'elle est inoffensive, je pense qu'une une pensée qui peut être extrêmement bourrine si elle est utilisée, mais elle est comme récupérée. J'ai l'impression que la pensée de Rancière est un petit peu récupérée. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Quand j'ai vu autour de moi des gens qui parlaient de Jacques Rancière, il n'y a pas eu beaucoup, hein, mais bon, des gens dans d'autres milieux que des milieux artistiques qui parlaient de Jacques Rancière, ou qui étaient des gens dans des milieux artistiques, mais, mais bon, qui intervenaient dans des milieux politiques pour parler de Jacques Rancière, il y avait une espèce de. Il y avait quelque chose qui était presque un peu grossier, en fait. Il y avait quelque chose qui collait pas. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque part une valorisation de l'esthétique, mais que la question du corps, la question de la violence n'est pas prise en jeu avec avec la même rage, la même force. Il y a quelque part encore une espèce de manière de voir ça un petit peu par le dessus. Et donc, pour moi, il manque quelque chose. C'est une pensée que je trouve très exigeante, qui m'apparaît très très pertinente pour plein de raisons. Et même quand je parle aussi beaucoup de la question des mondes, quand je parle du monde, en fait, je pourrais parler du sensible au final. Je pourrais dire c'est des mondes sensibles auxquels je parle à chaque fois, c'est ça quoi. Parce qu'en fait, mon travail m'apparaît très 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 proche de ce qu'il décrit. Et parce que j'arrive pas encore bien à comprendre ce qu'il veut décrire, c'est pour ça que j'arrive pas très bien à comprendre ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un point de vue, il y a une perspective que j'aimerais bien. Je trouve chez Lordon, il y a une rage, il y a une colère. Et je la trouve pas chez Jacques Rancière. Et c'est ça qui me fait bizarre. Et je trouve ça un peu suspect. Du coup, c'est ça, c'est tout. Voilà, bon.
Parce que moi, j'ai une très grande colère en moi. J'avais beaucoup de peur aussi avant. Maintenant, j'ai un peu moins de peur depuis que la NUPES est autant de sièges. Je me dis, bon, ouf, il y a un vent qui tourne quand même. Je me sens plus complètement dans un monde. Je me sens moins seul. Je me dis, il y a quand même des gens qui ont voté pour de gauche, donc on n'est pas. Et c'est vrai que c'est le désespoir. Moi, je vis dans un monde où je mange des gâteaux. Et c'est un peu le désespoir, c'est vrai. Il y a un côté, bon, ta violence dans tout ça que, bon. Ouf. En fait, là, ça fait 2 semaines que je vois que des amis, qu'il y a beaucoup de discussions, etc. Que je me sens. Et là, ça, depuis 2 jours, j'ai l'impression d'être un peu comme en week-end et de. Je fais pas la vaisselle, je reste chez moi, etc. Mais en fait, j'apprécie beaucoup ce moment-là où je veux pas m'obliger à faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est un peu la grève, c'est un peu les manifs contre la retraite, etc. Et En fait, moi, je suis vraiment un peu écœuré, je crois aussi, de me dire que les gens qui sont au pouvoir actuellement, c'est des gens qui sont dans des idéologies politiques qui n'ont rien à voir avec les miennes, et je comprends rien de. Enfin, je comprends pas pourquoi ils comprennent pas. Pourquoi ils comprennent pas leur positionnement. Je me dis, je ne consens pas avec eux. Je n'ai rien à commun avec ces gens. Et pourquoi je devrais accepter qu'ils dirigent un pays alors qu'ils sont. Ils m'apparaissent complètement à l'ouest, quoi. Enfin. Et en même temps, bon. Pas que. Moi, je suis même pas d'accord avec ce que dit avec Mélenchon. Au sens où je me sens bien plus radical. Et j'ai beaucoup plus d'exigences, quoi. Enfin, pour moi, c'est un parti assez modéré par rapport à ce qui est possible de faire. Moi, ce que je demande, c'est l'abolition du rapport de classe maintenant. Là, maintenant. Et la fin de l'emprise du capital sur nos vies, quoi. Là, maintenant. Ça veut pas dire, du coup, retraite de 60 à 62 ans, quoi. Ça, c'est une espèce de petits calculs comme ça qui se font. Hein. Moi, je veux qu'il n'y ait pas de travail. C'est tout.
C'était la promesse du revenu de base. Le revenu de base, peut-être peut-être quelque chose de très critiquable par ailleurs pour plein de raisons, mais le revenu de base ou le salaire à vie propose un travail déconnecté de l'obligation d'un revenu. Oh. Le travail est fait pour lui-même. Sans qu'il soit corrélé à un revenu, avec tout de même des formes de... Pour le salaire à vie, il y a quand même une forme de hiérarchisation. Avec le revenu de base, on a quand même un marché du travail, mais il y a quand même quelque part l'idée que le revenu est un droit de la personne. Et dans le revenu de base, on voit ça aussi. Le revenu de base dans son sens progressiste, dans son sens de gauche, c'est-à-dire suffisant pour vivre. Par exemple, un revenu de base à hauteur du SMIC, quoi. Bon, mais ça... Aujourd'hui, je me dis, on est dans des telles situations que... En fait, comme je disais, moi, c'est la sécession, quoi. Je veux dire, c'est que... On a la bourgeoisie qui s'en peut pisser, qui fait n'importe quoi. Est-ce qu'on essaie de reprendre en place l'État? Moi, j'ai l'impression que on peut être très rapide sur Internet. État, c'est un moment important. Beaucoup de gens regardent la télévision, c'est vrai. Mais on peut penser qu'il y a une sorte de surcouche technologique, une sorte de surcouche politique aussi, dans lesquelles les choses vont vite. Et on dit face à la bourgeoisie, face au capital, face à au néolibéralisme, etc., on peut utiliser ces surcouches-là. Et ouais. Comme je disais, si c'est une question de vitesse, bon bah voilà, jouons la vitesse, quoi. Franchement, j'aime bien ce rapport-là d'accélérationnisme, là. Ça me plaît beaucoup, je crois. C'est... Parce que la pensée de Marx, je l'ai compris comme ça, quoi. Comme la baisse tendancielle de profit, le renouvellement permanent, etc., quoi. Bon.
Si on me pose, c'est est-ce qu'on peut pas, avec une réappropriation de la monnaie, en fait, trouver un autre usage de la monnaie, c'est détourner l'usage de la monnaie. Parce que voilà, là où justement Agamben parle de la destitution, d'une puissance destituante, il dit la destitution c'est le détournement de l'usage. Et je pense qu'avec les crypto-monnaies, il y a la possibilité de se réapproprier la technique de production de la monnaie, mais aussi du coup en défaire l'usage. Et ça, je trouve ça pas mal comme idée. Bon. Je m'arrête là, j'ai l'impression que je tourne un peu dans la smooth.